Bonsoir, nous allons continuer avec nos opérations de fin d'exercice. Bon, aujourd'hui, vu que mon fichier est en retard, je vais convertir le fichier de Kindi en V10. C'est-à-dire que je ne peux pas l'ouvrir ici. Si j'essaye de travailler directement dans le fichier, comme on n'a pas la même version, ça va me sortir ça là. Ça va dire type de fichier invalide. Donc, aujourd'hui, vous devez maîtriser aussi les nouvelles versions. Parce que l'ancienne version est en train de disparaître. Tout le monde veut ce qui est nouveau. Donc, soit vous allez dans un bureau, ça trouve que c'était l'ancien, le fichier qui existait en ancienne version, vous devez le ramener en nouvelle version. Il faut procéder à sa conversion. Donc ça me demande si je vais l'ouvrir en version actuelle ou bien convertir en nouvelle version. Donc c'est une nouvelle version. On va mettre Kindi 35. Je peux lui donner un autre nom ou bien je garde le même nom. Donc, dès que je mets fin, ça va me sortir une barre de conversion. La prochaine vidéo serait en V11. Ils ont corrigé. Avec la V11, la conversion est très rapide. C'est une des améliorations de CX V11. Cette partie-là, on ne peut que patienter un peu. Pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais mettre en pause d'abord. Aujourd'hui, nous allons parler des derniers. Ils vous ont donné les cours des devises. Les cours des devises au 31 décembre. Bon, la dernière vidéo, on était sur les amortissements. Mais vu que beaucoup de personnes n'ont pas évolué au niveau des amortissements, on va laisser CJMO encore pour un autre cours. Parce que CJMO, je ne sais pas, est-ce qu'on a eu session dans le cours, là, dans le devoir là? Est-ce qu'il y a eu vente d'immobilisation? Donc, ça va d'abord, ceux qui sont en retard vont d'abord se mettre à niveau pour maîtriser le calcul des amortissements parce que les tableaux vont se remplir automatiquement, les dotations vont se comptabiliser. Après la mise à jour comptable, on n'aura pratiquement rien à faire. Maintenant, aujourd'hui, nous allons. Comment je vais aller dans le groupe WhatsApp. Oui, c'est bon. Nous allons aujourd'hui bon, l'ancienne vidéo est dans le groupe WhatsApp. Hein. C'est le lien de la vidéo qui est là. Ndiaye, tu as vu? Donc au niveau du cours, on avait les travaux d'inventaire. Le concepteur nous avait mis certaines simulations. Tant que la conversion est finie, on va faire une récapitulation du cours passé. Au niveau du cours passé, bon, on avait parlé des immobilisations. On avait créé 2 immobilisations dans CJMO, dans notre cours, et vous étiez chargé de finir le reste. Les durées d'amortissement sont données. Les valeurs d'origine des biens sont aussi données. Maintenant, je crois qu'il y a une immobilisation qui a valeur résiduelle, non? Valeur résiduelle 6 millions. Vous avez pu l'enregistrer? D'accord. Comme on a dit que la partie CIMO, on va laisser à la séance prochaine. Donc on va continuer. Vous allez faire ce que vous avez compris. Après, les travaux de fait d'exercice ne s'arrêtent pas aux amortissements. Il y a ce qu'on appelle les autres régularisations. C'est ça qui commence ici. Grade 2,
Grand 1 palais d'amortissement, grand 2 régularisation des intérêts courus sur prêt. Easy emprunt. Intérêt couru, c'est quoi? Bon, en vertu du principe de spécialisation des exercices, qui dit que chaque exercice comptable doit prendre en compte ses charges et ses produits. Parce que la loi dit, chaque exercice comptable doit prendre en compte ses charges et ses produits. Donc lorsque l'emprunt ou bien un prêt se trouve, comment dit-on, ne s'effectue pas au début de l'année et l'intérêt couvre deux exercices, il faut calculer le 31 décembre ce qu'on appelle intérêt couru. L'intérêt couru, c'est quoi? C'est la partie de l'intérêt qui concerne l'année. Je vais sortir un fichier Excel. Je crois qu'avec lui, on peut... Donc ici, nous avons un fichier Excel. Un fichier Excel dont... Bon, je ne suis pas l'auteur. Hein, je crois que j'avais téléchargé ça sur Internet. Je ne me rappelle même plus de quel site. Mais vu que le fichier obéit, le fichier m'arrange un peu, donc j'ai pris, ça me permettait de calculer, de prendre les corrections. Je suis à une erreur. Je dois être de type date. Ici. Revenons sur notre exercice qui nous parle de bon, là maintenant c'était fini. Hein. Parce que... Bon, on nous parle prêt au personnel. Montant du prêt 60 millions accordé le 15 juillet 2023 pour une durée de 4 ans au taux de 12%. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? En principe, pour chaque prêt et emprunt, vous devez avoir le tableau. Parce que on a vu ici, lors de la première partie de votre formation, qu'il n'y a pas, même si vous prenez ça avec les structures financières, dès que vous allez voir le caissier, on dit d'abord allez voir le gestionnaire de compte méthode là qui vous donne d'abord un tableau pour vous montrer que voilà l'argent que vous avez pris, on va vous donner l'argent, on est d'accord, mais à chaque date, voilà ce que vous avez payé. Donc ici, nous allons essayer de mettre les informations que nous avons ici. Donc si on prend les informations là, montant du prêt 60 millions, date 15 juillet, on va d'abord remplir ces informations là dans un tableau. Montant du prêt 60 millions. Taux d'intérêt 12%. Durée 4 ans. Date de débit 15 juillet 15/07/2023. Là, je vais utiliser, non pas aujourd'hui, pas la date d'aujourd'hui, 15/07/2023. Oui, nombre de paiements 4, c'est le versement annuel. Ou bien, c'est combien de paiements? En haut, on a dit que c'était 4 versements, non, mais c'est pas moi. Non, prêt au personnel. Prêt au personnel, ça serait mensuel. Un personnel, le prêt au personnel, ça se déduit sur son salaire.
chaque mois. Donc ça veut dire que si c'est chaque mois et la durée du prêt est de 4 ans, il aura 48 versements. Parce que regardez déjà au niveau de l'annuité serait 15 millions. Lui, il a quel salaire pour qu'on enlève 15 millions dedans chaque mois et ça va lui rester quelque chose. Donc la durée, le nombre de paiements, 48. Voilà, 1 500 000, on peut enlever ça dans le salaire de quelqu'un. Donc, total des intérêts, vous voyez, total des intérêts 15 millions. Il y a une formule qu'on avait utilisée dans le tableau où on utilisait montant total des intérêts, on calculait ça. Donc, c'est le coût du prêt, ainsi de suite. Maintenant, nous, on vient ici. Ça veut dire que s'il prend l'argent le 15 juillet 2023, il va payer le 15 août 2023, on a dit un mois, non? Le 15 septembre 2023, le 15 octobre 2023, le 15 novembre 2023, le 15 décembre 2023, ainsi de suite. Maintenant, suivez. C'est là le problème commence. Lorsqu'il va payer le 15 décembre 2023, il va attendre le 15 janvier 2023 avant de payer. On est d'accord? Et ce qu'il a payé au 15 janvier, là, c'est quelle période? C'est la période du 15 décembre au 15 janvier. Ça veut dire que l'intérêt qu'il va payer le 15 janvier, là, n'est pas pour 15 janvier seulement. L'intérêt, là, avait commencé. Dès qu'il paye pour le 15 décembre, à partir du 16 en même temps, le nouvel intérêt commence par se calculer. Il y a 15 jours d'intérêt. Donc les 15 jours d'intérêt, là, sont pour 2023. Et les autres aussi sont pour 2024. Il y a un mois d'intérêt, mais un mois, là, c'est partagé entre deux. Les autres là, les autres d'août jusqu'en décembre, ça concerne 2023. On a dit que chaque exercice doit prendre ses charges. Ou bien. Mais il y a ce qu'on va payer le 15 janvier là, il y a une partie qu'on devait payer 15 jours de 2023 là, on devait calculer ça en décembre. C'est ça qu'on appelle intérêt couru. L'intérêt couru, c'est-à-dire que vous savez déjà que vous avez un intérêt à payer. L'intérêt a déjà commencé par se calculer, mais le moment de paiement n'est pas encore arrivé. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le 31 décembre, le comptable en faisant le bilan, est-ce qu'il a intérêt à payer? Il sait qu'il a un intérêt à payer, mais est-ce que c'est la date là qu'il va payer? Non, c'est pas la date là qu'il doit payer. Mais malgré que c'est pas la date là, le principe veut qu'il calcule jusqu'à la date là combien je devais payer. Bon, ici, c'est tombé sur, je ne sais pas si en principe ça serait en année, mais intérêt couru, ça peut être en mois, ça peut être en... Ici, par exemple, on a un mois. Un mois d'intérêt qui se partage en deux, au niveau de deux trucs là. Donc, on doit calculer ici l'intérêt couru sur les prêts. Pour réussir l'intérêt couru sur les prêts, tu dois d'abord savoir comment le prêt se comptabilise lui-même d'abord. Le prêt lui-même, comment il se comptabilise? Ta machine est branchée, ton chargeur est branché, je ne sais pas décharger. Je ne veux pas que ça aille en veille. Ton chargeur est là, non? Pas sur nous ça. Donc, l'intérêt couru, bon, comme la caméra ne peut pas voir l'écran, je vais ouvrir une feuille ici. Comme vous voyez, vous suivez déjà en projection. Pour faire d'abord, ici, c'est pas, dans ce cas-là, c'est très simple. Il suffit de faire une règle 3. Donc, on va voir ici l'intérêt qu'on devait payer le 15 janvier, c'est 550 000. Ce n'est pas le capital. Parce que nous savons que dans le montant à payer, il y a le capital et il y a l'intérêt. On n'a pas dit capital couru, on a dit intérêt couru. Donc, c'est sur l'intérêt qu'on devait se concentrer. Si, pour le mois là, on doit payer 550 000, 8,61, pour 15 jours, on va payer combien? On fait une règle de 3, on divise par 2, parce que ça va faire... donc, ça va faire 500 et quelques. Maintenant, comment l'intérêt devait se comptabiliser? Je vais ouvrir une deuxième feuille Excel. Comme ce que j'avais fait la dernière fois, je vais mettre les bordures. Débit, crédit, montant, débit, crédit.
Bon, ici, on va mettre le numéro débit. Le numéro débit. Ici, ça va prendre le numéro débit. Après, on va mettre ici le numéro crédit. Le numéro crédit. Après, ici, on va mettre le libellé. Les libellés, le montant débit, le montant crédit. Bon. Vous avez tous fait déjà la journalisation de façon manuelle. Tout le monde sait comment le journal se présente. Je disais, si on devait aller chaque fois, les opérations qui seront démontrées au tableau peut-être ne seront pas vues par la caméra. Ceux qui vont regarder la vidéo vont peut-être entendre seulement le son. Mais si on fait comme ça, ça s'enregistre déjà dans la vidéo. J'espère que... Okay. Maintenant, en principe, le prêt, quel est l'intérêt et le compte qu'on utilise pour l'intérêt des prêts? C'est lui on va toujours utiliser. Seulement que si c'était la date de paiement de l'intérêt, même s'il n'y a pas de capital, on a vu ici des méthodes où c'est l'intérêt seulement qu'on payait. Le remboursement en bloc. Mais on n'a pas vu ça. On a vu si c'est le remboursement en bloc, qu'est-ce qu'on fait? On débite le compte de bon, si c'est un prêt, on va débiter la trésorerie et créditer le compte d'intérêt. En principe, si l'argent était payé, je reviens, si l'argent était payé, on devait débiter. Bon, si on disait le 31 décembre, le 31. Le 31 12e mois 2024, si on devait payer, j'ai dit bien si, et ce que je fais là, c'est pour que les gens puissent comprendre, ça c'est pas l'écriture qui doit se passer. Si on devait payer, on devait débiter la trésorerie, la classe 5, on devait débiter la classe 5 par le montant et créditer le compte d'intérêt 77.1, intérêt des prêts par le même montant. Voilà ce qui devait se faire. Mais on ne devait pas payer le 31 décembre. On veut constater qu'il y a intérêt qui devait se calculer le 31 décembre. C'est pour cela, à la place de 5, on ne va pas mettre 5, mais un compte d'intérêt couru. Regardez-moi le 27 8 et le 27. Et mettez intérêt couru sur prêt. Ça va être 27. Ou 27, 26 ou bien 27. 27, 26 c'est combien? « 27, ah, 27, 62 alors. 27, 62 c'est quoi? Prêt au personnel, on a dit quoi? Lorsqu'un compte est à 4 chiffres, le libellé souvent est faux. Donc si on enlève le 2, c'est 27, 6, intérêt couru. Ça veut dire que 27, 62, ça veut dire intérêt couru sur prêt au personnel. Ça veut dire qu'à la place de 5, c'est 27, 62, on va mettre là-bas. On met ici 27, 62, intérêt couru. Et comment on va calculer les intérêts là? On avait déjà dit que dans notre tableau, c'est un intérêt de 550 008. 550 008. Voilà l'intérêt qu'on est censé payer. Ça, c'est pour 30 jours.
Donc divisé par 2, ça va nous donner pour 15 jours. « 275 4,307. Voilà l'intérêt couru qu'on doit comptabiliser pour dans le journal de régularisation au 31 décembre. Et tout comme les charges constatées d'avance, l'intérêt couru automatiquement le 1er janvier, comme on ne l'a pas payé, on l'annule. Au 1er janvier, on l'annule automatiquement pour permettre à l'écriture de se passer normalement le 15 janvier. On l'avait mis ça pour qu'il soit dans le résultat de 2023, de l'exercice qui finit. Au 1er janvier, on l'annule. Et maintenant, le 15 janvier, la date même, on passe l'écriture normale. Parce que là, comme c'est un prêt, l'argent va rentrer à cette date-là. On est d'accord? Donc ici, si on vient dans siège, si nous venons dans siège, nous allons remarquer, vous voyez, Kindi, son exercice c'est en 2024. Donc il faut faire attention, chaque fois qu'on vient, siège ouvre le dernier exercice. On est en 2020, maintenant ici. Bon, si c'est la régularisation aussi, si le prêt, si l'intérêt était en année, on peut le faire comme on avait fait pour charges constatées d'avance, avec un modèle. Mais comme c'est en mois, et avec les intérêts, c'est un peu plus complexe. On va le faire manuellement pour ça d'abord au niveau de régularisation des charges et produits. On pouvait essayer de voir maintenant. Je reviens ici dans l'un des journaux. Journal quoi on a appelé ça? Dans quel journal tu mets ça? Journal régularisation. Donc le 31 décembre, référence intérêt couru. Intérêt couru. Numéro de compte 2762. Chaque fois que je reviens ici. Bon, vous voyez ça là par exemple. C'est l'un des avantages aussi du truc là. De la nouvelle version. Ça te montre déjà. Qui dit ça, c'est un problème d'abord. Ceux qui sont clients par exemple, qui est au rouge, c'est comme si le client t'a fait, tu as une avance du client. Il y a eu des règlements du client, mais le client n'a rien acheté. Ah oui, le client là, c'est comme ça devait. Mais pourquoi? Pour le business, fournisseur au débit, ça aussi c'est un problème. On avait appris à corriger ces trucs là dans la balance. Client au crédit, fournisseur au débit, ça il faut savoir qu'il y a eu des erreurs d'imputation. Certainement que soit les montants n'ont pas été ou bien trucs là, parce que ceux-là, là où c'est rouge là, tu as vu ici, c'est pas tous les fournisseurs que c'est déjà. Par exemple, ce client-là, comme il est au débit, vous avez vu, c'est déjà, parce que c'est normal qu'un client reste au débit. Mais un client qui est au crédit, ça c'est un problème. Un fournisseur qui est au crédit, ça ne devait pas avoir de problème. Mais apparemment, tout est fournisseur ici. Parce que F là, c'est fournisseur. Le fournisseur là, par exemple, André Amou, c'est 94 millions. Il n'y a pas de problème parce que on suppose qu'on peut devoir. Mais si le fournisseur vient au débit, le logiciel se demande à quelle occasion le fournisseur est venu au débit. Et c'est une avance. Si c'est une avance ou bien un acompte, il faut d'abord mettre dans le compte d'avance ou bien acompte parce qu'il y a des comptes spécifiques pour ça. Et non le compte 41-41-1.
Donc essaye de voir au niveau de tes écritures là, qu'est-ce qui ne va pas. Bon, c'est l'avantage des versions. Avec l'autre version, ça peut te mal. Alors que les versions avancées, tous les problèmes automatiquement, dès que tu ouvres, ça va signaler automatiquement les problèmes, ça va attirer ton attention pour que tu puisses savoir qu'est-ce qu'il faut corriger. Bon, ça c'était une parenthèse. Je cherche même. Oui, bon, chez Kindi ici, il n'y a pas tout le plan comptable. Tout le tu as la liste là, non? Non, c'est un autre fichier. Dans ce fichier. Et pourquoi il ne trouve pas 2762? 2762, je ne l'ai pas trouvé, donc si tout le plan comptable était là, j'allais le trouver en principe. « 1401. Donc si je reviens ici, dans le journal de régularisation, au 31 décembre, la référence intérêt couru « 2762 ». Est-ce que la première fois, je n'avais pas cliqué sur... Je n'avais pas mis ça ici. Peut-être que c'est moi qui ai fait erreur, j'ai mis ça au niveau du compte tiers. C'est parce que c'est la liste des clients, ça avait sorti. Débit. 27.2 va prendre quel montant à cette date-là? Celui-là. « 275 003, non? 04. Virgule 307. Par le crédit de 77.1. Intérêt des prêts. Donc ça veut dire que l'écriture qu'on devait passer manuellement, comme ça, 27.62 par le 77.1, c'est ce que je viens de passer ici. Ça c'est pour les prêts. Si nous revenons dans notre cours, il y a aussi emprunt et dette. Montant de l'emprunt 85 millions, accordé le 16 mai 2023 sur une durée de 5 ans au taux de 5% là. Ça là on va le garder en année. Au taux de 5% l'année, au taux de 15% l'année. 85 millions. Si je reviens dans mon tableau, ici il devient 85. Ici il devient 15. Ici 5. Ici c'est le 16 combien? 16 cinquième mois. 16 mai 2023. Au nombre de versements 5. On va supposer que les versements sont annuels ici. Nombre de versements 5. Total intérêt. Donc ça veut dire que si on doit verser, si c'est l'entreprise qui doit verser, l'entreprise peut payer par an 17 millions. Mais si c'est un salarié, ça serait un peu difficile de laisser un salarié pour une année. Aucune banque ne va accepter ça là. Donc ici aussi on aura ce qu'on appelle intérêt couru sur emprunt. C'est pour cela l'exercice vous a dit ça clairement. Intérêt couru, régularisation des intérêts courus sur prêt et emprunt. Donc le premier c'était sur prêt, le second c'est sur emprunt. C'est la même chose. Un emprunt un intérêt que vous devez payer. Regardez si on analyse bien le tableau, la première échéance serait le 16 juin 2020. Non, ça c'est pas mensuel. Ah oui, ce tableau là, c'est pas bon. Ce tableau là n'est pas bon pour nous.
Et ce tableau-là, c'est un tableau de paiement mensuel. C'est pas moi. On doit prendre un tableau annuel. Si on prend par mois, c'est faux ici. Même l'intérêt là est faux parce que au lieu de calculer l'intérêt sur 12 mois, ça a calculé l'intérêt sur 12 mois, ça a calculé sur un mois. Parce que vous voyez ici, on a pris l'argent le 15 5e mois. En principe, c'était le 15 5e mois 2024 que ça devait payer. Le 15 4e mois. Non, le 15 5e mois 2024 que ça devait payer, mais ça paye le 16. Donc l'avantage ici c'est quoi? On peut aller directement, même dans Excel, on peut chercher un tableau qui parle d'année. Si vous venez sur le niveau, vous devez avoir la connexion. Vous venez ici, recherchez modèle en ligne. Et vous dites à Internet ce que vous voulez. Tableau d'amortissement annuel. D'emprunt. Ils n'ont pas trouvé un modèle. Bon, il faudrait qu'on va vite reproduire notre tableau. Des tableaux comme ça ici. On va calculer ça nous. Je vais essayer de voir. C'est la formule que j'ai donnée là que je suis en train de mettre. Montant fois I sur 1 moins un plus I, ça fait 1,015. 1,15, hein. 15% l'année, c'est 1,15, non?
1,15. Exposant moins 5. Exposant clavier visuel. Exposant moins 5, on a 5 années, non? Exposant moins 5. Ça va donner. Calcule-moi ça manuellement, qui dit voir. Tu as une calculatrice, non? Fait 95 millions, 85 millions. Ngaï, donne-lui les valeurs. 85 millions fois 0,15. C'est bon? Égal. La réponse obtenue sur 1, tu ouvres la parenthèse. 1 moins. Tu ouvres encore la parenthèse. 1 plus I. Puis 1,15. Exposant 5, oui. Oui, exposant moins 5, oui. Ça donne combien?
Bon, en tout cas, je suppose que tout le monde sait calculer, on va évoluer. Voilà le tableau d'amortissement qu'on aura. Et ici, on aura le 15. Comme ce n'est pas automatisé. Cinquième mois. 5e mois 2024. Cinquième mois maintenant 2025. C'est-à-dire que l'emprunt là sera à moitié le 15, 5e mois 2028. Maintenant, nous avons un emprunt à payer par an. On a 85 millions qu'on doit rembourser selon notre exercice en 5 annualités constantes autour de 15%. Ici, on remarque quoi? Le 31 décembre, bon, ici, ça serait 24. Et si on prend le 23, on va payer en 24. On va payer ça le 15 mai 2024, mais on sait très bien que l'emprunt avait déjà commencé par être consommé. Donc du 1er juillet et du 15 mai, du 16 mai 2023 qu'on a pris l'argent, il y a un intérêt qui se calculait. Donc ici, forcément, il faut faire un calcul de date. On avait déjà dit dans nos logiciels qu'on va travailler en jour réel. Si c'est en jour réel, si c'était en mois, ou bien l'autre là, comme c'était arrondissable en moitié de mois, c'est facile. Mais ici, d'abord, il faut savoir du 15 janvier 2000, du 15 mai, ou bien du 16 mai. 16 mai 2023 au 31 décembre 2024, ça fait combien d'années? Et ça fait combien de jours? Donc ici, 14 quoi? Donner un jour. On va calculer pour voir. On sait déjà que si c'est 16 mai, dans le mois de mai, ça fait 16 jours. Parce que mai finit à 31 jours. Ça fait 16 jours. 16 plus 30 jours de juin. 46 jours. 46 plus 31 jours de juillet. 77 plus 31 de août. 108. 108 plus 30 de septembre. 138 plus 31 d'octobre. 169 plus 30 de novembre. 199 plus 31 de décembre. 230. Donc, 230. Oui, donc ils ont pris 15 jours en mai. Ah oui, c'était le 16, non? Si c'est le 16, c'est pas 16 jours, c'est 15 jours. Ah oui, j'ai fait ici avec Excel. La date postérieure moins la date antérieure. C'est pour expliquer les 229 jours là. Sinon, on a trouvé la même chose. Seulement que nous, on a pris 16. Si c'était le 15 mai, on aurait raison. C'est le 16 mai. Donc, si on fait 31 moins 16, ça va rester d'abord 15 jours en mai. Alors que nous, on avait commencé avec 16.
C'est pour cela qu'on a trouvé 230 au lieu de 229. Donc 229 jours. On doit faire ici, on a dit un jour réel long. 365 jours. Ça veut dire que l'intérêt qu'on aura ici, l'intérêt de 2020 qui part du 15, qui serait payé le 15 mai 2024, avait commencé déjà le 16 mai 2023. Est-ce que tout le monde est d'accord sur ça? Donc du 16 mai 2023 au 15 mai 2024, ça fait une année. Ou bien? Alors que notre intérêt couvre 2 années. En vertu du principe de spécialisation des exercices, on doit voir combien concerne notre exercice qu'on est en train de tenir. Notre année en cours, c'est 2023. Ou bien? Donc on pose ici 12 750 correspondent à 365 jours. Combien correspondront à 229? Ici on a 12 750 correspondent à 365 et 229 correspondront à X. Combien? 7 millions, donc X égale ça là fois ça sur ça. 7 999 315. Donc c'est la valeur qu'on doit 315,98. Donc c'est ça là, l'intérêt couru aussi. L'intérêt couru sur les prêts. En principe, si on revient au niveau des emprunts, s'il y avait règlement, on devait débiter le 67.1 ou bien 67.12 précisément par le crédit de la classe 5. Si on voulait payer seulement l'intérêt seulement. Si vous vous rappelez bien de votre cours, c'est ce qui devait se passer. Voilà que nous sommes dans une situation où l'argent ne sort pas. Donc, regardez le 1662. Qu'est-ce qu'il y a sur un emprunt? On a dit lorsqu'un compte est à 4 chiffres, on fait comment? Oui. Intérêt couru. Non, 1661, ça c'est emprunt obligataire. Alors que 1662, c'est emprunt et dette auprès des établissements de crédit. Donc c'est 1662, nous on va prendre. Donc on prend le 1662. Pas le crédit de tout là. Bonsoir. C'est Fanta. Fanta Sissoko. Donc 1662. Pas le montant là. Donc on va revenir, on prend le montant là. On débite le 67.1 à la même date du 31. Intérêt couru toujours sur, maintenant après cette fois-ci, 67.12. On colle le montant là par le crédit de 16,62 du même montant. Voilà en quelque sorte comment les intérêts courus se comptabilisent. Et ces différents intérêts doivent s'annuler le 1er janvier de l'année à venir. Parce que ça n'existe pas. C'est une situation circonstancielle qu'on a créée pour rattacher les intérêts qui concernent l'année passée à l'année passée. Dès qu'on vient à la nouvelle année, automatiquement on annule. C'est bon? Donc ici, dans notre truc là, on a répondu déjà à la première question. Bon, ici, au niveau de l'état des stocks, l'inventaire des stocks aussi, il va laisser d'abord, il va prendre tout ce qui concerne, il va prendre les opérations en devise. Demande à Fantalaï, son ami. Ici, par exemple,
les dettes et créances libellées en monnaie étrangère s'évaluent au 31 décembre. Les dettes et créances, c'est-à-dire que ce qu'on a payé en euros, en dollars et consorts, ce qu'on a vendu en CFA, en yens et consorts, le prix auquel on avait vendu ou bien on a acheté n'est pas souvent le même que le prix au 31 décembre. Ce qui crée ce que vous avez rencontré lors du bilan, les écarts de conversion actifs et passifs. C'est cette situation. D'accord. C'est cette situation qui vous donne ce qu'on appelle les écarts de conversion actifs et passifs. Les écarts de conversion actifs, ce sont des pertes probables, alors que les écarts de conversion actifs sont des gains probables. Lorsque vous vendez à quelqu'un, on va voir ici, bon, comme il y a un autre cours qui doit commencer, vous vous rappelez que c'est les 3 devises là qu'on a utilisées, non? Euro, CFA, dirham. C'est les 3 seulement qu'on a utilisées. Même si vous avez des centaines de devises, parce qu'il y a des dizaines de pays dans le monde où vous pouvez travailler avec n'importe quel type de pays. Donc si vous avez beaucoup de devises, avec le logiciel, vous n'avez pas à vous en faire, vous allez voir. Mais comme d'habitude, il faut savoir d'abord comment ça devait se calculer. Pour comprendre d'abord, il faut sortir la situation je vais fermer celui-là d'abord. Et je vais aller au niveau de état des tiers, balance tiers, non, je préfère grand livre tiers, état tiers, grand livre des tiers. Bon, on va prendre une seule personne. On va prendre un qui est en devise. Easy. Voilà, si nous prenons Easy Sal par exemple, vous pouvez faire ça pour tous. Hein. Easy Sal, on veut savoir tout ce qu'on avait fait avec lui en 2023. Ça nous donne ici un résumé. Ah, mais les sorties des devises ne sont pas ici. Attends. Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est les différentes devises, le coût des devises. État de tiers, grand livre tiers. Si on sort, dans le grand livre, on va aller dans le compte de Easy, c'est mieux. Là-bas, on va voir clair, parce que ici, je crois que ça va sortir en GNF. Ça sort toujours en GNF. On ne voit pas ici le montant des devises. Donc ici, on va se demander pourquoi. Mais si on revient ici, dans gestion des comptes tiers, on va voir ici Easy. Au niveau de justificatif de solde, au niveau de l'interrogation, lettrage, est-ce qu'on avait les devises? Interrogation tiers, devises. On avait déjà mis la devise, je vous ai déjà montré cette partie, non? Interrogation tiers, parce que c'est l'interrogation que je suis en train de faire. Donc je veux que la devise s'affiche, le montant devise aussi, que le montant devise aussi s'affiche. Voilà de cohérence.
même si c'est ouvert. Si c'est lui que je ne suis toujours pas là. Voilà, ici. Vous voyez, ça vient maintenant, le montant de devise. Maintenant, lorsque bon, on n'a pas vu pour unité de devise, il n'est pas mis, vous pouvez mettre tout ça là. Comme moi, au matin, je vais essayer de... On a remarqué par exemple que le 17 août 2023, on avait payé pour 20 000 euros. C'est ça qui est là. Donc, on peut... En faisant 20 000, faites-moi ça ici, 184 700 divisé par 20 000. 700 divisé par 20 000. 9 235 francs. Ça veut dire qu'à cette date-là, 1 euro était égal à 9 235. Regardez, le 31 décembre, on est à combien? 10 150. Ça veut dire que ces variations-là, ça veut dire que, bon, j'ai pris une date parmi tant d'autres pour que vous puissiez vous savoir. C'est lui? Oui. On fait ça. Non. Les opérations. Donc, à chaque devise, c'est ce que vous devez faire. On doit regarder d'abord, là où c'est complexe, c'est quoi? Là où c'est compliqué, il faut savoir, les jours où on avait constaté, si on regarde par exemple le compte de Easy, manuellement, tu peux te tromper. Easy, par exemple, on le doit 191 92 682. C'est ce que ça veut dire, le solde au 31 décembre. Maintenant, le solde là, ce n'est pas une seule opération qui a créé ce solde-là. C'est plusieurs ventes, oui, c'est plusieurs achats. Et à chaque achat, ce n'est pas la même. L'euro n'était pas... Ça change à chaque fois. Donc il faut aller voir, par exemple. On va voir ici, regardez ici. Donc ça, c'est un paiement, si c'est au débit. Regardez, 261, on suppose que c'est celui-là alors. C'est 261 millions ici. Vous voyez ici. Et on a payé 142 710. Donc de 26 000, si c'était l'opération là, on va regarder les 26 000 euros là. 26 500 euros là qu'on a. Les 26 500 euros qu'on a ici étaient à combien? On va essayer de s'amuser pour voir. Faites-moi 261 131 000 divisé par 26 500. 261 131 000 divisé par 21 000 et 26 500. Bon, on suppose que c'est une supposition, je ne sais pas, peut-être avec les devoirs on va mieux voir. 9 854. L'euro était à 9 854 le jour là. Et on a payé 15 000. Regardez les 9 000, regardez ici, ça c'est un règlement. Vous voyez au débit ici. Parmi les 9 050, les 26 000 qu'on avait pris là, on a payé 15 000. Ce qui va rester 11 500. Je reviens de Excel. Si nous revenons ici, 11 000, 1 euro correspondait à 9 000 combien? 9 854 francs guinéens. C'est ça selon notre simulation. Et le jour là, on devait 11 500 euros.
Maintenant, les 11 500 euros là, faites 9 854 là, fois 11 500. Ça veut dire que si on devait le payer le jour qu'on avait acheté les marchandises, ça allait faire 113 millions 321 000. C'est le montant qu'on devait payer. Et on nous dit que l'euro a augmenté. L'euro n'est plus à 9 854, mais plutôt à 10 150. Donc lorsque les dettes sont libellées en monnaie étrangère, les règlements se font en monnaie étrangère. Tu ne vas pas dire parce que l'euro a baissé, tu ne vas pas le payer. À l'échéance, il faut le payer. Et reprenez, faites 10 150 fois 11 500. Fois 11 500. Donc vous voyez, au lieu de payer 113 millions, vous serez maintenant amené à payer 116 millions 725 000. Vous gagnez ici ou bien vous allez perdre? Vous allez perdre. Bon, c'est pas une perte, c'est pour cela qu'on dit perte probable, c'est une perte latente. C'est pas une perte en soi, parce qu'en réalité, sur le 31 décembre, tu étais prêt à payer. Tu n'étais pas prêt à payer. Mais, malgré que tu n'es pas prêt à payer, l'euro change. Si tu devais payer à cette date-là, voilà ce qui s'attend. Ça, c'est du ressort de la comptabilité de prévoir ça là. Maintenant, en vertu du principe de la partie double, le total débit doit être égal au total crédit. Ou bien, si tu mettais, toi-même tu sais que l'euro a augmenté. Si tu gardes toujours les 113 millions dans le bilan là, c'est faux. Il faudrait maintenant que la dette qui était de 113 millions devienne 116 millions. Fais un tableau, oui, je vais continuer ici. Laisse ici. Si vous avez votre bilan comme ça, bon, je vais laisser les parties amortissement, hein, comme c'est juste une explication. Bon, on suppose ici qu'on est actif. On a le montant actif ici. On a passif. Et on a le montant. Bon, je disais que je présente un bilan simple. Hein. À cette date-là, avant l'inventaire, qu'est-ce qu'on remarque? Avant l'inventaire, nous savons déjà que nous devons 113 millions 321 000 à notre fournisseur. On a fait quoi avec? On a pris des marchandises, non? Ça veut dire que les 113 millions devaient être aussi ici. Les marchandises vont rentrer dans notre magasin. Ça veut dire que pour équilibrer le truc là-dedans, si on a ici total, on a total actif égal total passif. Mais là, le 31 décembre, tu fais une analyse, tu vois que les 113 millions ne sont plus là. Il faut 116 millions. Donc, lorsque tu viens, il faut barrer les 113 millions qui étaient là. On a calculé ensemble, donc vous savez déjà que l'euro a augmenté. Donc, 113 millions là n'est plus là. Donc, on barre les 113 millions et on met les 116 millions. Ça va nous faire quoi? Est-ce que notre total actif est encore égal au total passif? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas présenter un bilan avec cette situation. Total actif n'est pas égal au total passif. Quelle est la partie qui est faible? Et quel est le type d'écart de conversion qui va à l'actif?
les cas de conversion actifs. Donc ici, on vient ici, on met le 47.8. Et cas de conversion actif. Et on met la différence. Oui, avec Excel. Si c'est au début, ça prend le même rôle que égal. Ça va faire 3 404 000 qui doivent aller équilibrer le bilan. Donc c'est comme ça se fait. Maintenant, attention. En vertu encore du principe de prudence, parce que comprenez que je n'ai pas, vous devez lire les principes comptables. On parle maintenant de postulats et conventions. Vous devez lire chaque fois. Parce que chaque fois qu'un principe dit quelque chose, je dis. Le principe de prudence veut qu'on constitue une provision en cas de cas de conversion active. Parce que c'est une perte probable. Si la perte venait, ça va bouleverser l'entreprise. Il faudrait que l'entreprise anticipe cette perte-là en comptabilisant une provision pour perte de change. Allez, trouvez-moi le compte 69.7. 69, 72 précisément. 69.7. Oui, c'est 72. Donc, on doit débiter le 69, 72 par le crédit de quoi? Allez voir le 19.4. Provision pour perte de change. Est-ce que vous savez d'abord qu'il y a change ici, dans l'opération là? Il y a change lorsqu'il y a on essaie de rapprocher deux devises. Ce qu'on veut, on a fait d'abord en euros, on a comptabilisé en GDF. Forcément, chaque modification de l'euro va jouer sur notre bilan. Si l'euro augmente, ça va jouer sur notre bilan. Si l'euro diminue, ça va jouer sur notre bilan. Mais si l'euro est stable, ça serait égal à ce qu'on a fait là, ce qui est très difficile. Donc, voilà en quelque sorte comment. Donc, on va aller maintenant à la partie machine. Parce que vous allez voir avec l'ordinateur, l'ordinateur va passer l'écriture. Il faut d'abord on crée un modèle de CRJ. Vous allez voir, là, on avait créé un modèle de CRJ. Chaque constaté d'avance, en bas, il y avait écart de conversion. Mais comme le jour là, on ne parlait pas d'écart de conversion, il n'avait pas voulu toucher la partie. Il faut créer un modèle de CRJ écart de conversion actif, un modèle de CRJ écart de conversion passif. Pour dire au logiciel, s'il remarque que ça va être là, voilà le modèle qui doit agir. Si ça diminue, voilà le modèle qui doit utiliser. Donc si tu n'as pas fait ça, ça ne peut pas aller. Maintenant, avant de rattacher, je vais voir au niveau on va sortir le bilan de Kindi pour voir. Identification, fichier lié, paramètres BRC. J'avais vu ça sur une clé là, c'est ça. Bilan compte de résultat là. Bon, ici c'est un modèle qu'on a créé pour. Il y a besoin de celui-là. Bon, si je le prends ici, c'est pas bon parce que si j'enlève la clé, comme c'est quelque chose qu'on veut faire. On va le prendre ici parce que après. Je vais d'abord vous montrer le bilan de Kindi où il n'y a pas écart de conversion actif. Bilan compte de résultat, bon. On va imprimer seulement le bilan. Vous voyez ici, écart de conversion actif est vide ici. Vous avez vu ici. Si on va aussi au passif, écart de conversion passif aussi, il n'y a rien. Tu vois, tu as trop de problèmes ici. Parce que lui ne devait pas être négatif.
Pour voir, tu as mal, c'est pas à sa place. Parce que banque, même si c'est au passif, ça va au passif, mais c'est pas, ça ne va pas avec le signe. Pour voir, au niveau des imputations, il y a eu des erreurs qui sont glissées dedans. Bon, pour régler ce problème-là, vous allez vous demander pourquoi ils ont donné les trois valeurs-là. On revient dans le logiciel d'abord. On vient d'un paramètre société. On vient d'abord d'un international. C'est là-bas qu'on avait créé les devises, non? Si vous venez dans international, vous voyez ça, c'est les coûts, ça. On double-clique sur la G9, bon, on ne le touche pas. L'euro, vous voyez ici, coût à la clôture, ici. À la clôture de l'exercice, vous avez vu ici, le dernier qu'on avait utilisé, c'était 9854. C'est ça que vous avez trouvé tout à l'heure. C'est ça qui était ici. Donc, si on a 1 euro pour le moment, valait 9854. Ça veut dire qu'on met ça au niveau de la période ici. 9854. Coût à la clôture, 10 150. Les 10 150 là, c'est ce que l'exercice a donné ici. Ça, c'est clôture. C'est le 31 décembre. C'est le jour là où on clôture l'exercice. On vient, on met OK. On doit faire ça pour toutes les devises. Comme on est pris par le temps, moi, je vais faire seulement pour l'euro. Il suffit d'ouvrir les deux autres aussi. Et vous mettez, bon, ce qui est sûr, on a déjà vu que l'euro donne perte de change. Ici, le coût ici, c'est 14,9. Vous voyez ici. Maintenant, coût à la clôture, c'est combien? 13,2. Et au niveau des dirhams, on a 2100 ici, 2010, hein? Et après 1000. Voilà les coûts périodes, les coûts périodes sont ici, les coûts clôture sont ici. Maintenant, en principe, si tout était bon, on vient d'un traitement, on vient ici. Réévaluation des dettes et créances en devises. Mais si on le fait maintenant, ça va nous dire qu'il n'y a pas de modèle. Je peux continuer, mais ça va me bloquer après. Parce qu'il faut d'abord que les modèles soient... Ça me demande. S'il y avait, comme il y avait fait pour euro seulement, il devait décocher les autres. Mais comme il est fait pour les trois, maintenant il peut laisser. Si on met suivant, ici, vous voyez ici, il faut forcément les comptes de conversion. Il peut mettre écart de conversion actif ici et écart de conversion passif. Mais l'écriture que ça va tourner, 47,8, compte de conversion actif. Compte de conversion passif, 47,9. Référence, vous pouvez mettre réévaluation. Il y a d'autres qui font ça chaque mois. Hein. Voilà, compte de dotation. C'est-à-dire qu'en cas d'écart de conversion actif, ça il faut lire tout le coup. En cas d'écart de conversion actif, il faut constituer une dotation pour risque financier en vertu du principe de prudence. Donc on va débiter ici le 67, le 69, 72, 69, 72. 69, 72. Et on va créditer le 19,4. Bon, la référence, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc par contre, si on prend par contre, ça veut dire que ça va d'abord faire pour Iji à part, pour Mohamed Falki à part, pour toute la part. Mais si on dit par devise, tous ceux qui ont euro, là, dans notre cas, ça ne va rien changer. Parce qu'un seul fournisseur à euro, un seul fournisseur à dirham et un seul client à CFA. Chez nous, ça c'est. Mais lorsque tu auras beaucoup de clients qui sont en CFA et beaucoup de fournisseurs en euros, tout ce qui est en euros, ça va mettre ensemble. Donc c'est mieux de faire par compte pour savoir
chaque personne, bon, en tout cas les deux, ça dépend de le patron. Dans le rapport, par exemple, le comptable peut être amené à faire un rapport pour les deux. Il fait un rapport par compte et il fait un rapport aussi par devise. Vous avez vu, par exemple, si on prend pour Easy, lui, il a trouvé une devise de un gain pour Easy. Tellement nous, on n'a pas tout pris. Nous, on avait trouvé 130 et quelques millions. 120 et quelques millions. 113 millions. Alors que ici, peut-être ici c'est 91 millions 200. Le solde en devise. Non, 9 000. 91 200. Hein. La devise est de 10 150. Ce qui fait 925 millions. Solde à réévaluer. Après réévaluation, solde en compte. Ici, quand même, il y a une perte probable. Il y a un gain probable. Il y a un problème. Parce que ici, ça a pris toutes les devises, tout le montant d'achat. Alors que certains ont été réglés. Certains ont été réglés. Ça devait prendre le solde. C'est le solde, ça devait prendre. Ici, on va voir pour le client Marico. Il y a deux clients même. Il y a Sénifo et Marico qui sont en CFA. Ici, ça a trouvé des pertes probables. Et ici aussi, en dirham. Ici, c'est un gain probable. Ici, c'est parce que c'est tout là. Sinon, l'euro ne peut pas monter qu'on gagne. Il y a un problème au niveau des trucs là. Et il faut voir là où tu as les écritures qui sont au débit et au crédit. Ici, c'est mal imputé. Ça peut jouer sur des situations comme ça. Si c'est un client, oui. Non, il y a un problème avec le logiciel. Sinon, ça devait aller automatiquement au crédit. Si tu ne fais pas attention, tu tapes entrée, ça peut te créer des problèmes. Donc, si le logiciel ne répond pas, il faut corriger certaines choses. Bon, ici quand même, c'est pour vous dire en quelque sorte ce qui nous attend. Maintenant, ici, si nous revenons ici en principe, on devait avoir les écritures là ici. Mais comme on n'a pas créé d'abord de modèle de saisie, les modèles de saisie devaient être utilisés ici et c'est mieux pour nous qu'on mette les modèles. Parce que si c'est avec un modèle de saisie, comme on a vu avec PET charge, ça va créer en même temps et le passer au 1er janvier. Là, tu ne vas pas l'oublier. Mais si tu le fais manuellement, ça va te faire tout là. Regardez ici, fichier, paramètres société, comptabilisation, il y a une régularisation. Non, ici, option de saisie. Lui, il n'est pas ici alors. Non, il doit être alors dans généraux. Voilà, gestion des écarts. Ici, au niveau de gestion des écarts, on doit mettre d'abord le journal dans lequel on veut mettre ces écarts-là. Modèle maintenant, gain. Non, écart de conversion. Hein. On va mettre un modèle de saisie ici. Ça, c'est pour les pertes, pour les changes. Les pertes, il y a perte probable et gain probable. Il y a écart de règlement ici, quoi. Il y a ce qu'on appelle l'écart de règlement. On n'a pas vu ça là, ici d'abord. C'est quoi un écart de règlement?
Lorsque quelqu'un vous doit, par exemple, 1 million 5 000, quelqu'un vous doit 1 million 5 000 francs guinéens et il vient, il vous donne 1 million. Il va te dire, lui-même peut-être, il peut dire, ça reste 5 000. Hein. Bon, 5 000, pour ceux qui nous suivent de la Guinée, ça peut être beaucoup. Mais 5 000 francs guinéens, supposons par exemple qu'il est le voisin d'André à 36. Tu prends d'abord taxi d'ici pour aller réclamer 5 000 au kilomètre 36, tu reviens. Donc toi-même, le jour qui te donne 1 million là, tu commences par dire 5 000 là, c'est fini comme ça. Soit comme il t'a dit, ça reste 5 000, tu peux dire c'est bon. Si tu dis c'est bon, ça se fait écart de règlement. Écart de règlement pourquoi? Au lieu de recevoir 1 million 5 000, tu as reçu 1 million. Ça veut dire qu'il faut dire au logiciel qu'il ne doit plus les 5 000. Ou bien, ça peut être vous qui avez ce problème-là. Au lieu de payer, comment dit-on? Bon, en tout cas, écart de règlement, ça peut être favorable ou défavorable. Dans ce cas-là, ça peut être défavorable. Il peut aussi envoyer 5 millions 10 000. Il avait dit 5 millions 5 000, non? Il a envoyé 1 million 5 000. Et il a envoyé 1 million, non? Il a envoyé 1 million 10 000. Il donne, vous cherchez la monnaie, il dit garde la monnaie. Ça veut dire que c'est lui qui a laissé ses 5 000. Il a dit c'est bon pour la monnaie. Si tu laisses, le prochain achat qu'il va faire, ça va déduire les 5 000. Si t'a donné les 5 000, donc tu mets en même temps écart de règlement, ça fait gain. Donc c'est pour cela qu'on voit ici, écart de règlement ici, gain et pète. Et ici, le logiciel, c'est le patron qui dit alors le montant maximum. À partir de combien tu peux dire à quelqu'un c'est bon, il peut partir. Donc si le patron fixe le maximum à 5 000, c'est-à-dire que lorsque ça reste 6 000, tu ne peux pas dire à la personne c'est bon. La personne doit payer, sinon le logiciel va toujours considérer qu'il doit les 6 000. Maintenant, ça, en haut, là, ça, c'est pour les écarts de conversion. Donc, il faut générer les arrondis. On peut arrondir tout ça là. Bon, ça là, c'est pas le coup. C'est ici qui nous intéresse ici. Ici, il faut d'abord, vous voyez, si je clique ici, ça m'envoie au niveau des modèles de saisie. Vous devez saisir les modèles. Pour avoir un modèle de saisie sur les écarts, c'est le compte concerné. Le compte client ou bien le compte fournisseur là, qui vient avec le 47.8 ou 47.9. Donc ici, si je mets OK, ça va me dire le modèle est obligatoire. Donc il faut d'abord que j'enlève d'abord le code journal ici avant de continuer. Donc je reviens dans structure, modèle de saisie. Nouveau. Écart de conversion actif par exemple. Dans le journal général, journal régularisation, et ici, comme vous savez déjà, je mets saisie, 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 saisie. Au niveau du compte, je ne mets rien, parce que ça peut être un client ou bien un fournisseur. C'est pour cela qu'on ne met rien ici. Je mets saisie. Saisie, saisie, saisie. Maintenant, non, ça doit être ici au niveau du compte, je dois mettre le cas de conversion actif, 47.8, parce que lui il va à l'actif. Je vais prendre le compte principal, 47.8. Et ici, je mets saisie. Maintenant ici, je mets répéter, 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 répéter. Ici, je mets saisie parce que c'est ici, ça peut être client, fournisseur. Donc ici, je mets répéter, répéter, répéter. Et ici, je mets équilibré. Ça, c'est au niveau de l'écart de conversion actif. Je reviens encore nouveau. Je fais écart de conversion passif.
général, saisie, 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 saisie. Bon, ici, on va mettre 47,9. Ici, arrivé au crédit, je mets saisie. Ou ici, je mets répéter, 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 saisie, répéter, 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 et ici, je mets équilibré. Une fois les deux écarts créés, les deux modèles, vous avez vu au fur et à mesure, que même les modèles de série, ce n'est pas le même jour on crée tout. Au fur et à mesure, tu évolues en fonction des modèles dont tu auras besoin, tu vas... Ça, c'est pas ici. C'est au niveau des généraux, gestion des écarts. Je viens ici, maintenant je mets le cours journal, régularisation. Écart de conversion PET, c'est écart de conversion actif. Et écart de conversion gain, c'est écart de conversion passif. Donc si je fais ça là maintenant, là si j'ai fini, ça va passer l'écriture pour moi. Donc si je reprends ici, traitement, toi il faut, avant de faire ça, il faut corriger tes réévaluations des dettes et créances en devise. Donc pour l'exercice, oui. Suivant. Vous voyez ici, ça a pris client, fournisseur, donc salarié. Il n'y a pas de salariés payés en devise. Mais il y a des entreprises, les salariés sont payés en devise. Donc, suivant. Bon, tous les journaux, là où ils les voient. Ça veut dire que là où on a enregistré, par exemple, les achats sont dans le journal achat, les ventes sont dans le journal vente. Il y a certains règlements aussi qui sont en devise. Donc partout où ils trouvent devise, il n'y a qu'à analyser. C'est ce qu'on dit. Mais si tu décoches certains journaux, ça ne va pas les prendre en compte. Donc tu fais ici, ça prend les trois devises qu'on a. Ça convertit, ça compare les devises là par rapport à la devise principale qui est le GNF. Le compte actif 47,8. Le compte passif 47,9. Libellé, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Le compte de dotation 69,72. Le compte de provision 19,4. Bon, ça on avait déjà vu ça là. Ça te sort ça là pour te donner l'évaluation des dettes et créances en devise. Période du 1er avril au 31 décembre. Il y a des entreprises où c'est par jour où vous devez faire ça. Ou bien par mois, ça dépend. Il faut savoir quand même si tu dois faire ça chaque jour, chaque mois. Tu sais maintenant où rentrer pour faire ça là. Ça n'a toujours pas passé l'écriture. Il y a un problème alors avec le compte. Parce que ici, ça devait mettre automatiquement. Après, on va voir. Même la dotation. Parce que le 69,92 aussi devait venir. On va voir. Vous allez continuer. Mais 69, 72 est là. Oui, tu avais utilisé ça, Kindi. 69, non, je ne l'avais pas utilisé. Et le 19,4. Donc, je vais voir alors où est-ce que ça a mis l'écriture là. Parce que c'est tout à l'heure on a mis les comptes là. C'est tout à l'heure on a mis les comptes là.
Pourquoi ça met ça a mis aussi les cas de conversion actifs. Hein. Tu as vu 47,8. Le cas de conversion actif. Ça a saisi quelque part. Donc, en tout cas, c'est ça l'avantage. Au fait, ici, on n'a que 3 ou bien 4 clients qui sont en truc là. Tu peux dire c'est un petit travail. Il y a des entreprises où pratiquement tous les clients et fournisseurs sont en devise. Tu n'auras pas le temps de faire tout ça là. Donc, nous allons voir ici, bon, recherche d'écriture. On va rechercher l'écriture 69, 72. Pour voir dans quel journal ça a mis ça. Vous avez vu, vous savez pourquoi c'est 2 fois? Ça a passé ça le 5 décembre. Ou bien la clôture, j'ai mis en haut de ça, il devait avoir l'autre. Vous voyez ici, client Sénifo 41, 47, 8. 41, 47, 8. Maintenant, sur les clients, ça, au niveau du fournisseur Easy, vous voyez ici aussi, IBM, vous voyez différence. Donc, ça devait prendre la différence au 31 décembre. Et ça a mis ça dans le journal des opérations. Ah oui, on avait mis au niveau des clôtures, opérations diverses. Bon, l'essentiel, c'est que si le paramétrage est bien fait, vous avez déjà vu ici que on est en direct. Vous avez remarqué qu'on n'avait rien comptabilisé. Je me suis trompé de journal. Si tout est bien fait, dès que vous passez l'écriture de régularisation. Maintenant, regardez ici. Au niveau de IBM, là, IBM est au débit 108 millions et 47,9 est au crédit 108 millions. On va aller au 31, dans l'année suivante. C'était dans JOD, non? Mais c'est dans le même journal, ça va en janvier. Vous voyez ici, ça a mis dans le journal qu'on a indiqué, alors que là-bas, ça a mis dans un autre journal. C'était 2 écritures seulement que tu avais ici. Donc, toutes les régularisations que ça avait, vous vous rappelez là où j'ai mis référence JJJ. J'avais mis les références comme ça, je n'ai pas mis, c'est ça qui est là. Maintenant, on va clôturer avec le bilan. On avait regardé le bilan de Kindi tout à l'heure. On avait remarqué que les cas de conversion actif et passif n'existaient pas. Ah, ok, attention. Donc c'est pour que vous compreniez que, c'est pour cela que j'avais montré sur Excel. Les cas de conversion créent déjà un déséquilibre. Donc le fait d'augmenter la créance ou bien de diminuer la dette, d'augmenter la dette ou bien de diminuer la créance, déséquilibre le bilan. Donc c'est pour cela que le législateur a prévu ce compte-là. 47,8, vous voyez, automatiquement, le compte a été renseigné en bas du bilan. Et 47,9, le compte aussi, si on regarde au niveau du passif, le compte 47,9 aussi est mouvementé. C'est bon? Bon, on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui. Les régularisations, parce que le cours prochain, on va voir l'action. Non, le capital humain s'échange. Ok, oui. Ça aussi, il faut calculer les provisions sur titre. On avait vu ça. Parce que si le capital humain, on a un titre de placement. Si la valeur change à la clôture, il faut constituer les titres. Maintenant, autre régularisation, le stock, on va voir ça le cours prochain. On va revenir sur IMO un peu, les créances douteuses. On va revenir sur IMO et continuer avec
les autres. Merci et surtout travaillez beaucoup.